Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Angle de vue, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité africaine sur SICA. Trois sujets au menu aujourd'hui. D'abord, la Libye, toujours déchirée par une profonde crise, 4 ans après la disparition de Mouammar Kadhafi. Qu'en est-il de son héritage? Après tout ce temps, on en parlera. On ira également voir du côté du Congo-Brazzaville où des manifestations de l'opposition contre le projet de modification de la Constitution interdit par le gouvernement ont débouché sur de violentes répressions. Cette modification de la Constitution passera ou passera pas, la question demeure posée. Et puis, en dernière partie de cette émission, nous allons analyser le système électoral en Afrique. Que faut-il remettre en cause dans les processus électoraux sur le continent africain? Autant de questions que nous allons aborder durant les prochains 3 quarts d'heure. Mais avant, voici le flash d'information. 4 ans après la mort de Mouammar Kadhafi, la Libye minée par des violences est toujours en quête d'unité nationale. Depuis, le pays est plongé dans le chaos avec des combats meurtriers entre groupes armés rivaux et 2 autorités qui se disputent le pouvoir malgré les efforts de l'ONU de leur faire accepter un gouvernement d'union nationale. Au Congo, 4 personnes tuées et 10 blessées mardi dans des heurts entre forces de l'ordre et manifestants opposés au référendum constitutionnel. Bilan provisoire annoncé par le gouvernement. L'Internet mobile, les services de SMS et le signal de RFI sont coupés à Brazzaville où de nouveaux affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont encore éclaté ce mercredi. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, s'adressant à la nation lors de la journée des héros, a vivement critiqué les juges de la CPI. Soutenant le vice-président William Ruto poursuivi, il a demandé aux juges de la CPI de laisser le Kenya tranquille. Le vice-président kenyan est accusé de crimes contre l'humanité liés à la violence post-électorale de 2007 qui a fait au moins 1300 morts. Tué le 20 octobre 2011 après 8 mois de conflit déclenché par une révolte populaire, Mouammar Kadhafi avait dirigé le pays d'une main de fer après avoir pris le pouvoir en 1969 par un coup d'État. Depuis, le pays à la structure essentiellement tribale est plongé dans le chaos avec des combats meurtriers entre groupes armés rivaux et 2 autorités se disputant le pouvoir malgré les efforts de l'ONU de leur faire accepter un gouvernement d'union nationale. Mais que devient l'héritage de Kadhafi 4 ans après sa mort? On en parle tout juste après ceci. Le décryptage de ce jour se fera avec Médéric François Gongo. Il est journaliste, analyste et promoteur du journal Actu Express au Bénin. On le fera également avec Alphonse Moïse Soudé. Il est journaliste indépendant au Bénin. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Alors, Médéric François Gongo, je commence par vous. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de Mouammar Kadhafi 4 ans après sa disparition? Qu'est-ce que le guide était? Le guide, c'était celui qui était perçu comme le principal animateur de l'as du mal, constituant tant par la Syrie, l'Iran et la Libye par les Occidentaux. C'était celui-là qui était adulé par les pays africains parce que, voulant poursuivre sur la même lancée que Lossa Diefo Kwame Nkrumah, et comme tous ceux-là qui ont prôné l'africanité, c'était également celui qui était controversé à l'intérieur de son pays, même s'il était aimé par les actes qu'il posait à l'endroit de ses concitoyens, mais tout simplement parce qu'il opposait les tribus, tout simplement parce qu'il gérait de manière unilatérale la manne financière issue de l'exploitation du pétrole. C'est ce qu'il était. Et il a vécu son temps. Il s'est mis en position de s'opposer aux Occidentaux. Il s'est mis en position de devenir l'éclaireur de l'Afrique pour des grands projets d'indépendance de l'Afrique, tant au niveau des communications qu'au niveau des affaires économiques et financières. Et de but en blanc, il était devenu l'homme à abattre après les attentats de Lockerbie, après des difficultés qu'il a eues. Il s'est réconcilié veille que vaille avec l'Occident. On l'a vu aux côtés de Sarkozy. On l'a vu libérer ces infirmières suite à des négociations menées de maître en ce moment par Mme Sarkozy de cette époque.
On l'a vu également intervenir dans la sous-région pour calmer des tensions, investir dans plusieurs pays de la sous-région, mais malheureusement, pour nos amis du système des Nations Unies, il était devenu trop dangereux, tout simplement parce qu'il n'acceptait pas certainement certaines choses. On a été tout simplement par le tuer en organisant la rébellion menée de toutes pièces. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Parce qu'il était mort dans une logique de printemps arabe, où l'on a constaté la fuite et la débâcle du président tunisien, où l'on a constaté la mise en veilleuse du président égyptien avec l'émergence des islamistes avec Morsi, qui, heureusement, avec le temps, ont été également mis en débat. Mais en Libye, on a constaté tout simplement qu'on ne pouvait pas amener les islamistes à directement le faire partir. On l'a fait partir et aujourd'hui, on a laissé des casques. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Pas une sécurité établie en Libye. Il n'y a pas le calme. Nous assistons à un désordre, à un cataclysme dans une logique de chaos avec deux gouvernements. Un gouvernement animé principalement par les politiques pures qui se retrouvent à Tobrouk et l'autre animé par les milices de Zedel qui, veille que vaille, arrivent à maintenir le cap au niveau de Tripoli. Nous avons constaté le chaos au niveau de la Libye. Nous avons constaté la mise en veilleuse de toutes ces ambitions au niveau du continent africain. N'eût été cette matérialisation du Fonds monétaire africain qu'on a constaté il y a quelques jours en Guinée équatoriale. Toutes ces ambitions, ces nobles ambitions pour le continent africain étaient mises en veilleuse et sont compromises jusqu'à ce niveau. Kadhafi, c'était l'homme qui permettait au peuple africain de se sentir un peu eux-mêmes, au peuple opprimé du monde, au peuple du tiers-monde. Je pense que le président vénézuélien du Venezuela d'antan l'avait dit, Hugo Chavez l'avait dit, il avait fait des témoignages vibrants à l'endroit de Kadhafi qu'il appelait affectueusement. Oui, mais Médéric François Gongo, d'aucuns imputent cette division profonde de la Libye aujourd'hui, la crise que traverse aujourd'hui la Libye au fait que Kadhafi, plutôt que de construire des institutions étatiques qui auraient pu suivre après son départ, il a préféré plutôt utiliser l'argent du pétrole du pays pour financer un appareil plutôt répressif et destiné à écraser toute opposition et construire un État autour de sa personne. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui émettent ces opinions n'ont pas leur raison? Affirmatif. Ceux qui apprécient cette époque de la gestion sous Kadhafi ont parfaitement raison. Mais il était dans une logique où il devrait se donner les situations, se donner les moyens pour gouverner. C'est vrai que dans une logique continentale, dans une logique planétaire, il y avait l'opposition entre les régimes dictatoriaux, les régimes dits de démocratie libérale et les régimes dits de démocratie dirigiste. Mais Kadhafi s'est retrouvé de bons amis au niveau de la Chine, au niveau de la Russie. Mais Kadhafi a fait le bonheur de son peuple. Il faut le rappeler, on ne payait pas certains services de base. Mais il a également été de ceux-là qui n'ont pas fait l'essentiel pour éclore les libertés publiques. Mais quand on voit au Maroc, on me dira que c'est la monarchie. Et quand on voit en Côte d'Ivoire, on me dira que le vieux a fait ce qu'il pouvait faire. Mais quand on voit au Zaïre, quand on voit au Togo, c'était presque les mêmes pratiques. Mais ceux-là n'avaient pas cette largesse, ils n'avaient pas cette vision panafricaniste que Kadhafi avait. Ils n'avaient pas cette envie d'amener les peuples africains opprimés à devenir plus libres, à se soustraire du dictat de l'Occident pour mettre à profit leurs ressources naturelles. Je vais revenir à vous, Médéric François Gongo, le temps d'accorder la parole à Moïse Soudé, Mohamed Kadhafi. Voilà un dictateur qui est tombé et la Libye n'a pas pu survivre. C'est clair, la façon dont Kadhafi gérait le pouvoir pouvait nous amener à conclure qu'après lui, le déluge. Parce que tout le pouvoir libyen était construit autour de sa personnalité. Libye égale Kadhafi. Donc, il ne permettait pas aux autres forces, c'est vrai que Médéric a dit, qu'il s'occupait des besoins de son peuple. Mais par contre, il les opprimait. Quand vous visitez l'histoire de la Libye, c'est vrai que Kadhafi a satisfait les besoins de son peuple, mais il n'a pas permis l'émergence d'autres forces. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ceux qui, dans leur discours le 23 octobre 2011, ont dit qu'ils sont venus pour une libération totale de la Libye. Mais malheureusement, il y a des pro-Kadhafi qui sont restés sur le territoire. Et cela ne permettrait pas qu'on évacue du revers de la main l'héritage de Kadhafi. Mais aujourd'hui, la Libye est rentrée
dans un cycle de violence. Et d'ici à 40 ans, la crise de la Libye ne va pas cesser parce que on a parlé des attentats de Lockerbie. Il y a les procès qui sont en cours. Et les parents de ceux-là auront quand même une pensée pour Kadhafi et cela va les amener à lutter pour préserver les acquis de Kadhafi. Donc, on n'est pas sûr. Ce n'est pas certain que d'ici avant 50 ans, on va finir avec la crise en Libye. Oui, mais Moïse, comment appréciez-vous ce qui reste de Kadhafi 4 ans après sa disparition, cet héritage? Je crois que cet héritage est très lourd à gérer. Même ceux qui ont fait partie de Kadhafi aujourd'hui n'arrivent plus à gouverner le pays. Et les organisations internationales sont là, nous regardent. Ce qui les intéresse, qui va prendre le pays et va nous permettre d'exploiter le pétrole libyen. Parce que Kadhafi, c'est vrai qu'il voulait des États-Unis africains, mais pourquoi? Pas forcément pour le bonheur des peuples africains, mais il aimait le pouvoir. Il voulait être, la preuve, quand il a fini son mandat à la tête de l'Union africaine, il ne voulait pas partir. Il voulait remplir, mais des gens ont réagi pour dire, c'est un mandat d'1 an, tu dégages. Donc voilà quelqu'un qui aime le pouvoir, mais qui est prêt à opprimer. Il a mis sur pied un appareil répressif pour interdire toute opposition. Et à ça, on a vu que maintenant, la parole en griffe a été libérée. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça arrange les Occidentaux parce que quand le peuple est divisé, eux, ils profitent pour exploiter les ressources. Comme quoi l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Mais on se rappelle que lors du Forum international sur la paix et la sécurité de Dakar, qui s'est déroulé en décembre 2014 à Dakar, lors du panel de clôture, le président tchadien Idriss Déby Itno a pris la parole et a longuement et très librement opiné sur la crise libyenne. Selon le président tchadien, c'est l'OTAN qui est à la base de cette crise. Et cette crise aujourd'hui serait à la base de toutes ces insurrections que nous avons dans la sous-région, notamment le terrorisme au Mali, le cas Boko Haram, l'État islamique qui s'installe. Comment appréciez-vous, Médéric François Gongo? On peut tout reprocher à Kadhafi lorsque l'on lui reproche d'être un dictateur. Je pense qu'il opprimait son peuple, on le dit. En Chine, il y avait le printemps, il y avait les événements de Tiananmen. Mais aujourd'hui, la Chine est l'un des dragons du monde. Mais je pense qu'on ne peut pas absoudre l'histoire sombre de Kadhafi. Mais on ne peut pas également dénier à Kadhafi le fait de jouer le rôle stabilisateur dans la zone. Parce que du vivant de Kadhafi, les islamistes n'avaient pas tellement de marge. Et il arrivait à les contrôler, il arrivait par la gestion, à travers les tribus qu'il avait mis en place, à maîtriser le mouvement des islamistes et à faire observer une relative paix dans la zone. Je pense que Kadhafi est parti du fait de l'OTAN. Beaucoup disent qu'il avait un problème personnel avec l'ancien président français Sarkozy. Beaucoup disent que c'est parce qu'il n'a pas accepté qu'on fasse un OPA sur les ressources financières de la Libye, qu'on lui aurait demandé de les déposer dans certaines institutions financières. Il y a plusieurs raisons de fait, mais il y a également des raisons lointaines qui ont amené nos amis occidentaux à lui faire valoir leur position. Mais l'un dans l'autre aujourd'hui, je pense que l'Afrique a besoin de Kadhafi. L'Afrique doit regretter Kadhafi. Parce que Kadhafi existait, Boko Haram n'allait pas connaître cette ascension. Boko Haram n'allait pas connaître, j'allais dire... Mais comment mais Kadhafi, il maîtrisait les réseaux. Il maîtrisait les réseaux des islamistes. Vous êtes de ceux qui pensent que la Libye était le pays le mieux armé de l'Afrique et que les armes de Kadhafi servent aujourd'hui à renforcer les positions des terroristes. Oui, c'est clair. Parce qu'il y a eu une débandade au niveau des terroristes. Et on le sait que les terroristes qui ont sévi au Mali, pour la plupart, viennent de la Libye. Nous savons également qu'au Niger, il y a des tentacules au niveau du Niger. Nous savons également qu'au niveau de Boko Haram, il y a des vestiges, hein, des vestiges de tous ceux-là qui mettent aujourd'hui la Libye, j'allais dire, sous l'emprise de djihad et arrivent de l'autre côté à organiser des répressions plus sanguinaires que ce que nous avions vécu au niveau de Kadhafi, au moment de Kadhafi. Je pense qu'on peut faire des procès à Kadhafi et à juste titre. Mais on doit situer toutes ces erreurs, tous ces défauts, tous ces égarements, tous ces écatades dans une époque. Mais aujourd'hui, oublions le passif et prenons ce qui pourrait advenir des actifs. Si Kadhafi était là aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique allait devenir? Qu'est-ce que l'Afrique allait devenir de mieux que ce qu'elle est aujourd'hui, hein, cette région? Qu'est-ce que l'Afrique allait mieux s'assumer? Qu'est-ce que l'exploitation de nos ressources allait profiter à nos populations? Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, et nous allons revenir sur le cas du Congo-Brazza, les pays occidentaux n'ont pas d'amis.
Les pays occidentaux qui viennent nous dicter la loi pour qu'on respecte les droits de l'homme ne le font que lorsque ça gêne leurs intérêts, leurs pions. Et je pense que nous le savons, nous devons le savoir. Et conclure tout simplement que Kadhafi, c'était le panafricaniste. C'était quelqu'un qui avait une manière un peu particulière à lui de voir le pouvoir, de percevoir le pouvoir. Il aimait le pouvoir, il adoubait le pouvoir. On ne peut pas l'ignorer. Mais il aimait également les Africains. Nous avons sur tout le continent des projets laïcaux qui sont là, les villas 27 qui sont vers l'aéroport au niveau du Bénin. Il y en a un peu partout au Mali, au Burkina Faso. Mais il a été tout simplement trahi. Et par les siens, et par certains présidents africains. On a vu Ouad aller rapidement supporter les Occidentaux pour qu'on l'amène. Mais on a vu Zuma qui l'avait soutenu. Il lui fallait seulement qu'il accepte de partir. Mais il n'a pas voulu partir comme Gbagbo s'il n'a pas voulu partir. Gbagbo se retrouve à la CPI, Kadhafi se retrouve à la on va évoluer. Moïse Soudé, Kadhafi était-il une sorte de garantie pour la stabilité de la région ouest africaine, de la région de l'Afrique du Nord? Je vous dirai deux choses. Kadhafi, il était stabilisateur, mais aussi déstabilisateur. Il était constructeur comme il était déconstructeur. Non seulement il maîtrisait les réseaux, mais il était au cœur des réseaux. Quand moi j'ai suivi un peu le discours de Déby, c'est un filleul qui parle de son parrain. Déby, c'est un filleul qui parle de son parrain. Et quand ça, c'est la face publique de Kadhafi. Quand vous cherchez un peu à voir la face cachée de Kadhafi, c'est vrai que l'Afrique avait besoin de Kadhafi, mais Kadhafi était en train d'investir dans les pays africains parce qu'il avait un objectif. Être l'homme puissant de l'Afrique et être à la tête de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il a posé des actes positifs, mais au même moment, il a mal agi quelque part. Il aurait pu déjà, parce qu'il a dit s'il devait amener à quitter son pays, il ferait rayer la Libye de la carte du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, il est parti et la Libye semble rayée de la carte du monde parce que la Libye aujourd'hui, ce n'est plus un État. Non, je suis pas, la Libye n'est pas encore rayée. C'est vrai que c'est des périodes d'instabilité. C'est vrai que pendant longtemps, les Libyens n'ont pas eu droit à la parole. Kadhafi s'occupait de tout. Aujourd'hui, on leur donne la possibilité. Quand vous n'avez pas appris à gérer, il vous sera difficile de gérer le jour où vous remet le pouvoir. C'est vrai que ceux qui ont pris le pouvoir ne s'étaient pas préparés. Ils ont parlé d'une libération totale parce que les Occidentaux leur ont dit, si vous déstabilisez Kadhafi, on va vous aider à gérer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est le chaos total. Et je vous ai dit, d'ici à 40 ans, 50 ans, la Libye ne sera pas stable. Merci Soudé, merci Médéric François Gongo. Ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Sans transition, nous abordons à présent notre deuxième sujet. À quelques jours du référendum pour la révision de la Constitution au Congo, des heurts ont opposé forces de l'ordre et opposants empêchés par le pouvoir de manifester. Le bilan provisoire de cette insurrection organisée et coordonnée se chiffre à 4 morts, dont 3 à Brazzaville et 1 à Pointe-Noire. 7 blessés admis dans les hôpitaux de Brazzaville. Les 3 éléments des forces de l'ordre grièvement blessés. Dernière ligne droite donc pour le projet de révision de la Constitution au Congo. Le pouvoir du président Sassou a durci le ton en réprimant violemment la tentative de manifestation de l'opposition prévue pour hier mardi. Doit-on penser que la pilule, aussi amère qu'elle puisse paraître pour l'opposition et pour une partie du peuple aujourd'hui, Médéric François Gongo, est en train d'être consommée? Nous allons vers une homologation tacite de l'éternisation de Denis Sassou Nguesso au pouvoir avec la complicité tacite de notre ancien patron de l'Hexagone et de certains de ses amis au niveau du continent africain. Dans un contexte... Pourquoi doit-on toujours voir l'Hexagone partout? Oui, l'Hexagone tout simplement parce que, ayant le droit de veto au niveau du système des Nations Unies, les anciens pays colonisateurs arrivent à faire valoir leur position lors de la prise de certaines décisions pour apprécier des situations en Afrique. Et que lorsque on ne peut pas avoir la possibilité de dire non à Sassou Nguesso par une décision des Nations Unies, c'est qu'il se croit tout permis et il peut y aller de toutes ses forces. Et dans le cas de figure, on pense vouloir remettre le pouvoir au peuple, évidemment. Le peuple est au-dessus de la Constitution. Mais pour remettre la Constitution en cause dans ce contexte, il y a d'abord le côté moral de la chose, il y a le côté juridique, et il y a forcément la considération du contexte politique national, sous-régional et international. Mais dans quel cas de figure nous nous retrouvons? Le consensus n'a pas été réalisé.
nous sommes en présence, j'allais dire, d'un hold-up, et tout simplement, et d'un imbroglio constitutionnel et juridique, tout simplement parce que Denis Sassou Nguesso affirme avoir fait recours à la Cour suprême et avoir fait le recours à la Cour constitutionnelle pour habiller, j'allais dire, cette pilule qu'il veut faire, cette pilule amère, aux conséquences inquantifiables au peuple congolais, Congo-Brazzaville. Mais il doit comprendre que les deux institutions dont il fait recours ne sont pas au-dessus de la Constitution. Ce sont des institutions qui ont eu des pouvoirs attributifs, qui découlent des prérogatives que leur ont conféré la Constitution. Et en tant que tel, ce ne sont pas les positions de cette Constitution qui doivent l'amener à vouloir aller plus loin, à vouloir installer ipso facto une monarchie au Congo. Mais nous devons constater que l'opposition s'est réveillée un peu tardivement. Nous devons constater également que les défections au niveau de l'opposition pour aller rejoindre le dialogue au niveau de Sibiti et quelques échauffourées qui ont été un peu matés avec à la clé des morts et des blessés graves, nous devons constater que tout ceci ne fait pas le lit à Denis Sassou Nguesso. Il est obligé d'aller par la force. Il rencontrera sur son chemin de l'opposition farouche. Il bénéficiera du silence tacite des présidents de la sous-région, de la communauté internationale et des médias internationaux qui apparaissent dans ces cas de figure être sous ordre, mais il n'est pas à oublier que le pouvoir est d'essence divine et que l'un dans l'autre, s'il ne devrait pas rester, il partira. Mais nous devons demander à ce que la société civile au niveau du Congo se réarme et que, au niveau du système des Nations Unies, que le Haut Conseil des réfugiés se prépare à en accueillir suffisamment. Parce que c'est clair que si ça passe, ça cassera. Alors, Moïse Soudé, passera ou passera pas la situation au Congo? Assistera-t-on au cas d'école burkinabé ou plutôt au cas d'école burundais? Non, ça passera. Et quiconque s'oppose sera écrasé. Ça, c'est vite fait. Quand je me souviens des incidents de 97, quand Sassou devait affronter Lissouba, 4 mois, et puis il a écrasé l'autre. Avec le soutien de qui? Nos amis les Occidentaux, la société ELF. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dimanche, il en a cure, hein, les opposants. Il s'en fout. Lui, il fonce droit vers la révision. Et quiconque se met au travers de son projet, il écrase. Ce qui est sûr, il va avoir le pouvoir. Quitte à lui il peut mourir après, mais aujourd'hui, il veut son 3e mandat. Et son fils est entré dans la danse. Et je dis, on parle d'opposants, société civile. Les opposants, c'est qui? Quand vous avez fini de batifoler avec le régime en place, vous rentrez dans l'opposition. Vous ne pouvez pas vous opposer. Et comme a dit Médéric, les opposants se réveillent. Ce projet-là ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça a marché. Ils ont batifolé avec le pouvoir au Burkina, mais ils sont revenus à l'opposition, ça a marché. Non, autre temps, autre messe. Ce n'est pas les mêmes réalités. Les Congolais, parce qu'il y a eu en 97, il y a entre 5 000 et 10 000 morts. Plus personne aujourd'hui ne veut mourir. Il a déjà maté dimanche, la prochaine fois il va passer. Parce qu'il dit, quel que soit ce qui se passera, il ira. Et je crois que c'est 2 articles qui posent problème. L'article 57, qui parle de la rééligibilité du président de la République, et l'article 185, qui parle du nombre de mandats. Et lui, il veut toucher ces 2 articles parce qu'aujourd'hui, en Afrique centrale, il veut être le leader. Il veut remplacer Bongo. Et quiconque se met au travers de son chemin, il est prêt à tout. Mais malheureusement, il va finir très mal un jour. Mais lui, aujourd'hui, c'est le président qui l'intéresse. Et les Occidentaux, que ce soit la France, que ce soit les sociétés pétrolières, ils ne vont rien dire. Parce qu'il y a une question d'intérêt. Si vous vous opposez à la révision instaurée par Sassou Nguesso, on va vous arracher tous les marchés que vous avez. Et c'est ça qui a fait partie, par exemple, Lissouba. Donc, il ne veut pas vivre la même situation que Lissouba et il va foncer tout droit. Personne ne peut s'opposer à lui. Alors, de toutes les façons, on voit bien que le président Denis Sassou Nguesso ne semble reculer devant rien pour atteindre son objectif. Depuis mardi, l'Internet mobile ne marche plus à Brazzaville. Les services de SMS également. Le signal de RFI a été coupé à Brazzaville. Pendant ce temps, et comme à son habitude, l'Union africaine ne dit rien. Même pas d'initiative à notre connaissance pour amener ne serait-ce que les 2 camps à une table de dialogue crédible afin d'éviter que le Congo ne verse dans une crise. De quoi apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que l'Union africaine n'est autre chose qu'un syndicat de chefs d'État? Je dirais un machin contre-productif qui, à l'épreuve des événements, arrive à avoir des positions de 2 poids, 2 mesures, je dirais même de 3 poids, 3 mesures, parce qu'on en arrive à voir des présidents qui se refusent
de se prononcer directement et qui arrive à se soumettre à telle ou à telle autre décision lorsque les intérêts semblent être en jeu. L'Union africaine, dans sa formule actuelle, a vécu. L'Union africaine est comme suit les pas de l'OUA. Et il va falloir réinventer l'Union africaine. Et le rôle revient aux élites urbaines des différents pays. Quelles sont les capacités des élites urbaines de s'approprier les exigences démocratiques et de se mettre dans des relations, j'allais dire, soudées pour donner, au-delà du contenant, un bon contenu à l'Union africaine. Et là, je pense qu'on peut encore regretter Kadhafi, parce que quoi qu'on dise, il voulait régner, mais il n'empêchait pas l'Union africaine de bien fonctionner. Et il faisait prévaloir, dans certaines situations, la justice sociale et l'équité, quoi qu'on puisse le dire. Parce que, tel que nous le constatons aujourd'hui, ça se passera au Congo, ça se passera au Rwanda. Cela s'était passé. Et au Burundi, il n'y a rien. Mais au Bénin, au Ghana et au Sénégal, ça ne s'est pas passé parce que les élites urbaines, la société civile, les médias se sont mobilisés très tôt pour arrêter les élans, j'allais dire jusqu'au boutiste, des présidents de ces pays. L'Union africaine ne peut pas exister sans l'existence réelle des organisations sous-régionales. Nous avons vu la CEDEAO éprouver, lors de la crise burkinabé, a fait profil bas, a échoué lamentablement. Et n'eût été la vigilance des Burkinabés à l'intérieur, du Moro-Naba, de l'armée relativement républicaine, on n'assisterait pas au retour au calme. Ce n'est pas la position de la CEDEAO qui est passée. Et le même schéma doit se retrouver au niveau des organisations sous-régionales, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau du Maghreb. Donc, il va falloir permettre aux organisations sous-régionales d'être relativement indépendantes par rapport au pays, au président, que ces organisations ne soient pas des syndicats, je ne dirais pas des présidents mal élus, parce qu'il y en a qui sont bien élus. On n'en arrivera pas à dire ça. Moïse Soudé, alors le silence assourdissant de l'Union africaine. Que va dire une coquille vide? Que va dire une coquille vide? L'Union africaine, c'est une coquille vide. Il n'y a rien. Comme il a dit, c'est un machin. Parce que quel président africain va donner... N'employons pas les mots aussi forts. Non. Quel président africain va donner une leçon de morale à l'autre? Qui? Quel président africain? Donnez-moi un seul exemple. Il n'y en a pas. Parce que eux tous, autant qu'ils sont, je ne dirais pas qu'ils sont mal élus, mais on sait comment ils se comportent dans leur pays. Quand tu n'as pas un bon comportement vis-à-vis de tes citoyens, quelle leçon de morale tu vas me donner? C'est pas possible. L'Union africaine ne peut pas aller devant Nguesso pour parler. Personne. Donc c'est une coquille vide. On est là, comme il l'a dit, il faut réorganiser les choses. Parce que si nous ne faisons pas attention, d'ici là, on va revenir aux anciens régimes, des régimes dictatoriaux. Des gens vont rester au pouvoir jusqu'à la mort. Parce qu'on se serait tué. Et quand la société civile, l'opposition, dans beaucoup de pays, ils ont batifolé avec le régime en place. Ils vivent de l'argent du régime en place. Donc, il leur sera difficile de faire le travail. Aujourd'hui, bon, c'est les médias. Et quels médias encore? Quels médias? Donc, aujourd'hui, il va falloir que la jeunesse, le bas peuple se lève pour remettre chacun à sa place, que ce soit société civile, que ce soit opposition, que ce soit médias, que ce soit les gouvernants, afin que l'Union africaine soit véritablement un organe qui puisse contrôler un certain nombre d'États africains. Ce sera tout pour notre deuxième débat de ce jour. Nous arrivons au thème de ce deuxième débat. Voici un nouveau point de l'actualité avant d'aborder la dernière partie. Voici le flash d'information. 4 ans après la mort de Mouammar Kadhafi, la Libye minée par des violences est toujours en quête d'unité nationale. Depuis, le pays est plongé dans le chaos avec des combats meurtriers entre groupes armés rivaux et deux autorités qui se disputent le pouvoir malgré les efforts de l'ONU de leur faire accepter un gouvernement d'union nationale. Au Congo, 4 personnes tuées et 10 blessées mardi dans des heurts entre forces de l'ordre et manifestants opposés au référendum constitutionnel. Bilan provisoire annoncé par le gouvernement. L'Internet mobile, les services de SMS et le signal de RFI sont coupés à Brazzaville où de nouveaux affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont encore éclaté ce mercredi.
Le président kenyan Uhuru Kenyatta, s'adressant à la nation lors de la journée des héros, a vivement critiqué les juges de la CPI. Soutenant le vice-président William Ruto poursuivi, il a demandé aux juges de la CPI de laisser le Kenya tranquille. Le vice-président kenyan est accusé de crimes contre l'humanité liés à la violence post-électorale de 2007 qui a fait au moins 1300 morts. Retour sur ce plateau, nous avons toujours en place nos deux débatteurs et le troisième thème de ce jour se porte sur le processus électoral en Afrique. Les processus électoraux en Afrique, faut-il tout remettre en cause? Faut-il remettre tout le système en cause? Médéric François Gongo, en parlant de modification de la Constitution, je crois que les constitutions, tous autant qu'ils sont même dans les pays européens, même aux États-Unis, la Constitution prévoit des termes de leur révision. Normalement, les révisions de la Constitution ne devaient pas poser problème. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est parce qu'en Afrique, les systèmes électoraux ne sont pas fiables que les révisions de Constitution posent autant de problèmes? Oui, on pouvait le dire, mais la révision de la Constitution prévoit elle-même les conditions de sa révision. Bien sûr. Mais pour aller vers nos révisions, il faut voir le contexte national, sous-régional, il faut réaliser un consensus et il faut y aller de manière démocratique. Un référendum n'est-il pas une forme d'expression de consensus? Évidemment. On peut aller par le référendum, on peut aller par le vote au niveau d'une majorité requise au niveau du Parlement, hein, compte tenu des systèmes adoptés dans les pays. Mais dans le cas de figure par rapport aux systèmes électoraux, on constate que la démocratie libérale est à l'épreuve des tendances maladives de pouvoir de certains dirigeants. Parce que même élus démocratiquement, une fois au pouvoir, la plupart de nos dirigeants en arrivent à adopter des comportements déviants. Des comportements qui amènent à s'interroger sur leur réelle intention de faire pérenniser le système qui a constitué, c'est-à-dire qui a constitué le soubassement à leur élection. Mais lorsqu'on voit un peu le système électoral, quand on voit ce dont souffre le système électoral, on peut catégoriser cette maladie en trois tranches. Nous voyons des systèmes électoraux qui marchent très bien dans les pays anglophones. Au Ghana, ça marche. Au Nigeria, ça a marché. Parce que c'est des pays qui ont hérité d'une administration indirecte où le poids des gouverneurs, le poids des chefferies traditionnelles a amené les populations à savoir limiter leur pouvoir et à mieux s'investir dans tous les processus démocratiques. Dans les pays francophones, le fait de nous donner le mouton et de garder la corde durant longtemps, et ceci par le colonisateur, ne nous a pas amené à nous libérer. Ça nous a amené à nous confiner sur nos petits territoires, nos petites parcelles de pouvoir que nous avons, où au Togo, on l'a constaté, on vendait la peau de l'eau tout simplement pour oui ou non. Au Bénin, sous le PFPB, il était difficile de parler du système dans des endroits donnés. On risquait d'aller au PCO ou d'aller au Petit Palais. Et il en est ainsi dans tous les pays. Mais aujourd'hui, le constat est ahurissant. L'inexistence de l'état civil amène à l'inexistence d'un fichier électoral digne de ce nom. Et l'on constate qu'au lieu de délivrer des cartes d'électeurs dans des conditions que nous connaissons, avec les lépis falsifiés, et tripatouillés et truandés, on peut aller vers la délivrance des cartes d'identité qui vont peut-être tenir lieu. Médéric François Gongo, on va en arriver aux essais de solutions. Moïse Soudé, comment appréciez-vous le système électoral sur le continent africain? Non, je crois que quand on parle de système, c'est tout un ensemble. Et il y a une première étape, c'est d'abord l'enregistrement. Quand l'enregistrement des citoyens est mal fait, forcément, au finish, on n'aura pas un bon système. Parce que ce processus-là, de l'enregistrement jusqu'au vote, c'est tout un processus. Et dès que un seul maillon de la chaîne est mal organisé, ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est quoi? Les gens organisent les élections pour juste légitimer un pouvoir. Et comme il a dit, on dit qu'on veut être candidat, on va faire ci. Mais dès qu'on revient, on a le pouvoir en main, on fait autre chose. Donc il faut revoir. Parce que le problème en Afrique, c'est quoi? Nous avons une population analphabète. Et quand les gens vont dans les villages, dans les coins, on leur dit, il va faire ci, il va faire ça. Il faut revoir tout le système, que ce soit l'enregistrement, la délivrance des cartes d'électeurs, les encres indélibiles, il faut revoir tout ça. Parce que dès qu'au début, on a raté, c'est que ça ne marchera pas. Parce que moi, je crois qu'en Afrique, on ne vote pas encore. Et qu'est-ce qu'on fait?
non, on va légitimer quelqu'un qui est là. Alors, la nouvelle trouvaille, c'est les premiers tours chaos. Et depuis un certain temps, au Bénin, je crois que c'est devenu une pandémie. En Guinée, on l'a eu. En Côte d'Ivoire, le camp présidentiel prévoit aussi remporter les élections dès le premier tour. Est-ce que ça ne devient pas un peu trop? Oui, ça n'est de trop parce que on a comme l'impression que le processus électoral est biaisé dès le début, hein, lors de l'inscription sur les listes électorales. Et cet état des choses se poursuit tout au long du processus au niveau du déploiement du matériel, de l'acheminement du matériel sensible, de la compilation des résultats, de la proclamation des résultats et de la gestion du contentieux. À chaque étape, le pouvoir en place tire le maximum le drap de son côté, quitte à ce que la corde ne se casse et que les deux camps ne tombent. À chaque étape, il y a de la supercherie. L'on pense que l'on ne gagne pas les élections le jour du vote et qu'il est très important de s'assurer la victoire avant le jour du vote. L'on doit se référer à la conception que l'on a du pouvoir. Quelle est la conception que l'on a du pouvoir au niveau de l'État? Est-ce que nous devons prendre le pouvoir au niveau de l'État comme le pouvoir au niveau de la famille ou au niveau du clan? Est-ce que l'on ne doit pas savoir que la démocratie du type libéral a des exigences et que l'on peut venir démocratiquement et partir aussi démocratiquement? Est-ce que l'on ne doit pas intérioriser les règles démocratiques? Est-ce que l'on ne doit pas réveiller, une fois de plus, je le dis, je le dirai, les élites urbaines qui ont le rôle de veille, de zangbétor, hein, pour veiller au grain, et les médias qu'on doit plus embrigader? Pas des contrats truqués, pas des contrats qu'on donne à qui on veut, on vous asphyxie lorsque vous n'êtes pas dans le système. Donc je pense que c'est un tout. Et pour qu'il n'y ait pas des personnes qui tentent de s'éterniser, il faut aller vers les systèmes politiques en Afrique. C'est-à-dire? Lorsque l'on aura des systèmes politiques, comme on le constate dans des pays occidentaux où on a des démocrates ici, des libéraux là-bas, des socialistes ici et autres, les dirigeants ne se retrouveraient plus seuls chefs. Et le système sera obligé de veiller à ce que, même si un dirigeant a géré bien, qu'on lui donne la possibilité de partir, qu'il sache que quelqu'un d'autre du système lui emboîte le pas et poursuive sur sa lancée. Qu'on ne pense pas que si on finit d'exercer son mandat ou les deux mandats, que ça n'est fini pour sa progéniture, comme au Congo, on le constate. On a une peur bleue de vivre les difficultés que les autres vivent lorsque l'on est au pouvoir, et l'on fait tout pour rester. Je parle des systèmes électoraux qui doivent être basés sur des philosophies politiques. Si nous voulons faire prévaloir la démocratie de type libéral, allons-y. Allons-y, faites-le comme ça se fait ailleurs. Mais concrètement, Ou, Frédéric, oui. Faut-il changer non, j'en viens. On ne peut pas changer le système de démocratie libérale parce que ce n'est pas seulement la mode, ce n'est pas seulement la pratique, mais c'est une exigence des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est qu'il faut aller vers une professionnalisation des institutions en charge de l'organisation des élections. En quoi faisons? Comme on l'a fait au Bénin, mais en évitant d'amener le politique à trop désigner de personnes. Il faut aller vers les statisticiens, il faut aller vers les analystes, hein, il faut aller vers ceux qui ont la capacité de mettre en place des systèmes électoraux, de suivre, de vérifier, d'apprécier, de corriger dans une logique de perfectionnement de ces systèmes. Il faut, j'avais parlé des systèmes politiques, j'avais parlé des réformes au niveau des organisations en charge de l'organisation des élections, mais il faut aiguiser la veille citoyenne. Qu'on n'ait pas des organisations, comme on l'a constaté au Bénin, qui se prévalent de la société civile, mais qui en étant deux mouvements, sautent pieds et mains liés dans l'arène politique et discutent même le pouvoir aux politiciens. Il faut qu'il y ait une étanchéité, qu'il y ait une limite entre la société civile et le politique pur. Et quand ça sera comme ça, où chacun sera à sa place, c'est clair que chacun va se surveiller, chacun reconnaîtra son rôle. Et il faut aller vers l'accélération des financements des partis politiques. Si on finance les partis politiques, et un parti politique sait que le financement que j'ai, je dois l'utiliser pour l'animation de la vie publique, pour aiguiser les consciences de mes militants, pour former des militants à la gestion de la chose publique, je pense que les partis politiques ne vont pas aller à gauche et à droite, comme on le voit. C'est un tout. Le système électoral, c'est le fondamental de l'ancrage de la démocratie libérale, mais le système électoral ne peut pas exister et performer
sans que les partis politiques ne soient sous-tendus par une philosophie, que ce soit de la gauche ou de la droite, que l'on mette l'homme au milieu de ses priorités ou l'entreprise au milieu de ses priorités, que l'on mette les chefferies traditionnelles comme des consultants, des gestionnaires des crises, ou que l'on donne le pouvoir à la justice pour connaître des dossiers, il va falloir opérer des choix qui seront contenus dans des constitutions et qui feront l'objet d'exigences à tout le monde. Alors, Moïse Soudeye, est-ce que la communauté internationale n'a pas assez joué aux pompiers? Est-ce que, parce que quand on regarde très bien, ils financent les pays, les aides humanitaires et les aides pour aider les pays africains à sortir de la pauvreté, alors qu'on constate que ces pays sont appauvris parce que ce sont des pays qui sont en crise, qui sont en guerre, et ces guerres viennent après des élections, des crises post-électorales qui appauvrissent ces pays. Est-ce que ce n'est pas opportun aujourd'hui que la communauté internationale oriente plutôt ces aides vers un système électoral fiable en dotant les pays africains d'un système où quand on vote le matin et que le soir, déjà à 17h, 17h30, on puisse avoir les résultats comme ça se passe en France, comme ça se passe aux États-Unis. Je suis d'accord avec vous, mais ces pays occidentaux jouent à ce que j'appelle souvent pyromane sapeur-pompier. Pyromane sapeur-pompier. Aujourd'hui, moi, je crois que le système électoral, il faudrait il a parlé tout à l'heure de l'état civil. Normalement, dans nos communes, on doit pouvoir enregistrer toutes les naissances et tous les décès. Aussitôt, dès que quelqu'un meurt, on doit savoir que celui-là, il est mort, il faut le retirer du fichier. Parce que si nous n'avons pas ce système d'état civil crédible, on ne peut pas avoir une liste crédible. Et tout part de la liste. Deuxième chose, au niveau de la part de système politique, je crois que c'est normal. Parce qu'un quidam se lève, il dit qu'il veut être candidat. Il n'a même pas de programme de société. Il n'a même pas derrière lui 10 personnes. Parce qu'il a de l'argent, il dit qu'il est candidat. Je crois qu'on doit revoir non seulement l'organisation de l'enregistrement, avoir une liste fiable et réorganiser les partis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de grands ensembles. Et que pour que quelqu'un soit candidat, il faut faire des primaires dans les partis. Parce que quand quelqu'un se lève, il pense qu'il a de l'argent, qu'il peut être candidat, ça va toujours se passer comme ça. Et nos soi-disant opposants, ils sont tout le temps absents. La politique de la chaise vide en Afrique ne marche pas. Quand vous n'êtes pas là, quand il faut commencer, ça s'est passé au Bénin. On a voulu, les partis n'ont pas sensibilisé les militants pour qu'ils aillent s'inscrire sur les listes. Et on a vu après ce qui s'est passé. Les partis politiques doivent être déjà en amont. On veut enregistrer, vous devez sensibiliser vos militants à aller s'inscrire. Et à chaque étape, même si vous ne vous associez pas, il faut forcer cette association-là. Vous devez être présent. Mais une fois que vous êtes absent et vous attendez que tout soit prêt, on fera toujours les chaos. Donc il faut revoir tout ça là et qu'on s'asseye, qu'on dise désormais que les rois restent dans leur palais. Les rois ne font pas de la politique. Au Burkina Faso, on a vu le rôle qu'ils ont joué là-bas. Que les rois restent dans leur palais, ils sont des consultants. En cas de difficulté, on ira vers eux. Mais ce n'est pas à eux de se déplacer vers le pouvoir. Médéric François Gongo. Oui, je pense que exactement, j'épouse entièrement l'essentiel des idées de mon vis-à-vis. Et je reviens pour insister sur l'érection des systèmes politiques. Et il faut aller vers une discipline au niveau des critères pour que les gens soient des candidats. Hein? Moi, je ne parlerai pas des primaires, il y aura des intrigues, il y aura des difficultés au Bénin, au sein de l'UN. C'est clair qu'on va désigner quelqu'un, mais les autres iront aux élections parce qu'ils sont déjà trop avancés sur le terrain. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on peut exiger à un candidat d'avoir un certain nombre d'élus locaux. Au Bénin, nous avons 546... La signature. Recueil la signature. Au Bénin, nous avons 546 arrondissements, je crois. On peut dire, avant d'être candidat, pour limiter, ne serait-ce que pour limiter, parce que si on limite le nombre de candidats également, on peut avoir la possibilité de concentrer les énergies, de concentrer les efforts pour avoir un système électoral fluide. Parce que lorsque l'on a une multiplicité de bulletins de vote, lorsqu'on a des bulletins de vote qui ressemblent à des affiches géantes, à des oreilles d'éléphant, on crée des difficultés. Et puis, il faut aller vers la conscientisation des populations. Quand vous demandez par exemple à un Béninois, à un Togolais, à un Burkinabé, pourquoi vous votez, il est très difficile pour lui de vous dire exactement pourquoi. Il vous dira, c'est mon frère, l'ethnicisation du vote, la régionalisation du vote. Il vous dira que c'est parce que il m'a donné quelque chose.
Au moins, j'aime manger quelque chose de lui. Ouais, donc je pense que nous sommes tous responsables. Concrètement, comment faire pour que les votes ne soient plus sujets à des contestations? Parce que c'est la mode sur le continent africain. Quand il y a élection, on s'attend déjà que l'opposition contestera dès qu'on fermera les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus en arriver là? Voilà, lorsque au terme des 2 mandats, un président cherche à se maintenir, c'est que forcément, il a commis des erreurs et qu'il ne veut pas voir il ne veut pas voir ces erreurs mises à jour. Qu'est-ce qu'il faut? C'est délicat. On ne parlerait pas des assises pour connaître des systèmes électoraux, mais il faut amener les lecteurs à savoir pourquoi ils votent, à connaître l'importance de son vote, à s'investir pour que du début du processus jusqu'à la fin, l'expression, son suffrage soit respecté. Il faut que les institutions en charge des élections, l'organisation structurelle, je veux parler de la Sénat au Bénin, la gestion du contentieux et la proclamation des résultats, je veux parler de la Cour constitutionnelle, il faut dépolitiser ces institutions. Il ne faut plus, parce que lorsqu'on permet au président de la République de nommer le président de la Cour constitutionnelle, et que par malchance pour les opposants, il arrivait à avoir la majorité au niveau du Parlement et à maîtriser la conférence des présidents, ipso facto, il a la majorité des membres de la Cour constitutionnelle, il désigne le président de la Cour constitutionnelle, qui lui est redevable en Afrique, quoi qu'on dise. Donc je pense qu'il faut discipliner un peu les structures en charge des élections, permettre aux populations de connaître l'importance de leur suffrage, amener l'élite à jouer son rôle, et tout son rôle, et permettre aux médias d'être relativement indépendants financièrement pour jouer leur rôle également. Merci Médéric François Gongo, merci Moïse Soudé d'être passé sur ce plateau, merci pour vos explications. Ce sera tout pour cette émission, mesdames, messieurs. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur SICA.